Dans cette capsule, nous allons aborder premier algorithme de segmentation ou de regroupement et c'est l'algorithme des cas moyennes que j'ai choisi de vous présenter en premier. Alors, il faut se rappeler qu'en général, quand on fait de la segmentation, ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on veut regrouper nos observations en cas groupes. Donc, le nombre de groupes, ça va être une question, c'est une question à part, là, c'est une décision à prendre, le nombre de groupes. Et on va vouloir regrouper nos N individus en cas groupes, de façon à ce que, à l'intérieur d'un groupe, les individus se ressemblent le plus possible et entre deux groupes, les individus sont le plus différents possible. Alors, on a vu comment mesurer la distance ou la similarité ou la ressemblance entre deux individus. Maintenant, pour atteindre cet objectif-là, d'avoir les individus les plus similaires à l'intérieur d'un groupe et les plus différents entre deux groupes. Il n'y a pas de méthode qui nous donne un optimum, le meilleur résultat garanti. Donc, la seule façon de le faire, ce serait de faire tous les regroupements possibles et de calculer la distance à l'intérieur de chaque groupe, la distance entre les groupes et de trouver le meilleur. Malheureusement, ici, je vous donne un exemple de si on voulait partitionner 100 individus en 3 groupes, eh bien, on se rend compte rapidement là, que le nombre de groupes à faire est très, très, très élevé. Ici, on parle de 8,6 fois 10 à la 46 groupes à faire pour regrouper 100 individus en 3 groupes. Alors, évidemment, on ne peut pas faire ça. Imaginez les valeurs que ça donne quand on a des bases de données avec des centaines de milliers, voire des millions d'individus. En plus, on ne sait pas exactement combien de groupes on va créer, donc il va falloir en tester plusieurs. Donc bref, c'est beaucoup trop exigeant de d'essayer chacune des combinaisons possibles. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser des algorithmes qui vont nous donner une réponse approximative. Il y en a plusieurs. On va commencer par peut-être le plus simple, l'algorithme des cas moyennes. Pour pouvoir utiliser cet algorithme-là, ben, premièrement, il nous faut des variables qui sont quantitatives. Et deuxièmement, il faut travailler avec une distance euclidienne pour pouvoir utiliser cet algorithme-là. Donc, c'est un peu limitant. On va voir après des variantes qui nous permettent de contourner un peu ces problèmes-là. Alors, commençons par un exemple. Alors, ces données-là sont tirées du jeu de données sur les préférences musicales des personnes qui écoutent une certaine radio. Alors, vous avez ici la musique M3 et la musique M4 et les individus. Les points représentent là, la note qu'ils ont donnée à chacun des types de musique. Lorsqu'on utilise l'algorithme des cas moyennes, ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer par initialiser des centroïdes à quelque part. Donc, on pourrait par exemple décider d'initialiser un centroïde A ici et un centroïde B ici. Tout à fait au hasard. Il existe des stratégies là, pour améliorer le choix des premiers centroïdes pour que l'algorithme converge le plus rapidement vers quelque chose d'intéressant. Mais pour l'aspect conceptuel de la chose, là, on va se contenter de regarder là, la méthode aléatoire de fixer les centroïdes. Alors, dans une première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer 2 centroïdes comme ça. Donc, il faut d'abord que j'ai choisi mon nombre de groupes. J'aurais pu en choisir 3, j'aurais pu en choisir 4, 6, 12. Donc, ici, j'en ai choisi 2 pour l'illustrer. Et j'ai choisi d'illustrer le concept aussi uniquement en 2 dimensions. Mais c'est le même concept, c'est le même processus en plusieurs dimensions. Alors, on va calculer la distance entre chaque point et mes 2 centroïdes. Donc, pour chaque point dans le jeu de données, on va calculer les distances comme ça. Et puis, on va assigner à chaque point, à chaque individu ou à chaque observation,
le groupe qui correspond au centroïde le plus près. Alors, si on regarde un peu ce que ça donne ici. Donc, vous voyez que à la première itération ici, j'ai assigné tous les points qui sont en orange ici au centroïde le plus proche qui était A. Donc, les points de ce groupe-là sont en orange, les autres sont en bleu. Ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui étaient le plus près de B. Alors, on va prendre tous mes points en orange ici et on va calculer le nouveau centroïde de ces points-là. Donc, la nouvelle moyenne de ces points-là sur la variable M3 et M4. On va évidemment faire la même chose pour le groupe B et on va obtenir de nouveaux centroïdes pour le groupe B aussi. Donc, mes nouveaux centroïdes sont ici à l'itération 2. Alors, vous voyez que le A, c'est légèrement déplacé vers le bas. Le B, c'est légèrement déplacé vers le haut. Ensuite, à cette étape, on va calculer encore une fois la distance entre chacun des points et le nouveau centroïde et on va assigner à chaque point le groupe qui correspond au centroïde le plus près. Alors, vous pouvez voir, par exemple, que ces deux observations-ci ont changé de groupe. Et même chose pour cette observation ici qui a, elle aussi, changé de groupe. Alors, on fait ça, on prend encore une fois tous les points qui sont en orange ici. On calcule un nouveau centroïde. On prend les points en bleu, on calcule un nouveau centroïde. À l'itération 3 ici, vous voyez la localisation de mes nouveaux centroïdes A et B. Et encore une fois, on va calculer la distance entre chaque point et chacun des deux centroïdes. Et on va réassigner chaque point au centroïde, au groupe qui correspond au centroïde le plus proche. Alors, vous voyez que l'observation ici a changé de place. Et on recommence. On recalcule les nouveaux centroïdes. Et là, on voit que ça n'a pas bougé beaucoup à l'itération 4. Mes centroïdes sont presque au même... mes centroïdes A et B sont presque au même endroit. Et on recalcule encore une fois la proximité, la distance entre chacun des points et les centroïdes. Et on assigne chaque point au centroïde le plus proche. Et vous voyez qu'entre l'itération 3 et 4, il n'y a aucun point qui change de groupe. Donc, on va arrêter notre algorithme à ce moment-là. Alors, c'est le concept de l'algorithme des cas moyennes. Je vais vous faire remarquer ici que le résultat dans l'algorithme des cas moyennes, c'est pas nécessairement le meilleur résultat possible. Le résultat va dépendre des choix des centroïdes initiaux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je les ai mis au hasard sur le graphique, mais si je les avais mis ailleurs, donc si je mettais mes centroïdes A et B ici, j'obtiendrais la classification que vous voyez sur ce graphique. Si je les initialisais, le B complètement en bas ici et le A ici à peu près au centre, eh bien, j'obtiens la segmentation que vous voyez là. Donc, vous voyez que juste en initialisant les centroïdes à différents endroits, j'obtiens deux classifications assez différentes. Si on s'intéresse au groupe d'observation ici, alors on voit qu'avec la segmentation, sur le graphique de gauche, on voit que les points qui sont en bas à droite sont classés avec les points qui sont en bas à gauche dans le graphique. Alors que si on initialise les centroïdes à un endroit différent, ben on obtient que ces points-là sont plutôt classés avec les points qui sont dans le haut. Donc, avec les gens qui aiment beaucoup la musique de type M4. Alors, vous voyez que selon l'endroit où on initialise nos centroïdes, on va obtenir des résultats différents.
En pratique, les logiciels vont souvent vous proposer de tester plusieurs centroïdes et de choisir le résultat qui est le meilleur finalement là, parmi ceux qui ont été testés. Un mot sur l'impact de la standardisation. Lorsqu'on fait de la segmentation avec la méthode des cas moyennes, mais ça s'applique aussi aux autres méthodes. Alors, on va prendre un exemple ici, un cas où un épicier souhaite faire une segmentation de sa clientèle sur la base des achats effectués par ses clients. Alors, on voit que l'épicier, eh bien, sa clientèle, pour l'achat en viande, le montant acheté varie beaucoup, entre quelque chose comme 7 et 42. L'achat en lait, ben, ça varie pas vraiment. Hein. Tout le monde semble acheter pour à peu près 20 $ de produits laitiers dans son épicerie. Alors, notre épicier, s'il avait vraiment accès s'il voulait classer ses clients, finalement, ben, probablement qu'il se dirait juste, ben, j'en ai qui mangent beaucoup de viande et j'en ai qui mangent très peu de viande en orange. Et puis, c'est une classification qui aurait bien du sens. Donc, si notre épicier faisait sa segmentation de clientèle uniquement sur ces deux variables-là, il verrait très clairement que c'est à peu près ça qu'il y a à faire. Maintenant, s'il standardise ces données, regardez bien ce que ça donne ici lorsqu'on standardise des données et qu'on fait un algorithme des cas moyennes. Alors, vous voyez, j'ai standardisé, puis mon algorithme des cas moyennes, ben, il me donne une segmentation qui est passablement différente. Si on reprend la segmentation qui nous a été donnée, qu'on obtient une fois les données standardisées et qu'on regarde ce que ça donne sur les données originales, on se rend bien compte que notre segmentation a plus vraiment de sens. J'ai un individu ici, par exemple, qui achète très peu de viande et qui est classé dans le même groupe que mon individu qui mange, lui, beaucoup de viande. Donc, vous voyez que la standardisation a eu pour effet d'accentuer une différence, mais de façon artificielle dans la quantité de produits laitiers achetés. Alors, concrètement, pour l'épicier, dans ce contexte-là, la segmentation qui est obtenue ici avec une standardisation, c'est pas une segmentation qui est particulièrement intéressante. On le voit très clairement ici parce que on regarde les données en 2 dimensions. Mais si on avait des données en plusieurs dimensions avec plusieurs variables, ça se peut que ce genre de choses-là nous échappe si on ne prend pas soin de réfléchir à est-ce qu'on va standardiser ou pas nos variables. Alors, donc en général, on standardise, mais ben c'est ça. Des fois, dans certains contextes, particulièrement quand les unités de mesure sont les mêmes à la base, on va préférer ne pas standardiser les variables. Alors, comment on fait ça avec R maintenant? Vous allez voir, c'est très simple. Il faut penser à retirer les variables qui ne sont pas continues et surtout enlever l'identifiant de vos observations parce que, bien évidemment, on ne veut pas que l'identifiant apparaisse comme étant une variable continue et puis qui serve à la mesure de distance. Alors, on enlève les variables qui ne sont pas continues, on enlève les identifiants. Ensuite, vous allez utiliser la fonction Comings, qui est dans la librairie de base de R, là, ou dans la librairie Stat, mais une librairie qui est chargée par défaut lorsque vous utilisez R. Donc, Comings, vous lui fournissez votre variable, ici, votre jeu de données qui contient toutes les variables que vous avez. Ensuite, ici, dans Centers, vous spécifiez le nombre de groupes. Ici, j'ai choisi de faire 6 groupes. Mais à cet endroit-là, dans la fonction, vous pourriez aussi spécifier les centroïdes que vous voulez. Donc, vous pourriez fournir un tableau de données qui contient les centroïdes où vous voulez initialiser votre algorithme. Ensuite, le nombre maximal d'itérations. Évidemment, j'ai mis 10 ici, mais évidemment, en général, on permet un nombre d'itérations plus grand que ça de façon générale.
N-start maintenant. C'est le nombre de centroïdes initiaux testés. Alors, je vous disais que l'algorithme est sensible au choix des centroïdes initiaux. Eh bien, avec l'algorithme des cas moyennes, un peu par défaut, il va vous permettre de tester plusieurs centroïdes initiaux et ce qui va vous retourner, ça va être le meilleur. La meilleure classification d'après les critères que lui s'est donné. Vous pouvez aussi spécifier l'algorithme. Ici, j'ai spécifié l'algorithme de Artignat-Wang, mais il y en a plusieurs autres. Je vous suggère de laisser les valeurs par défaut pour ce genre de choses-là. Donc, le concept, pour tous les algorithmes, le concept est un peu le même que ce que je vous ai présenté, mais parfois, les algorithmes ont été un peu optimisés pour mieux choisir les centroïdes initiaux, mieux faciliter certains calculs, là, parce qu'il faut à chaque fois refaire le calcul pour chaque observation, puis c'est un peu long, ok, c'est un peu exigeant en termes de calcul comme type de méthode. Alors les algorithmes travaillent, mettons, modifient un peu la façon de faire chacune des étapes pour, en général, améliorer la convergence de l'algorithme. Donc, comme moyenne, les faiblesses. Ben, c'est sensible au choix des centroïdes initiaux. Mais ça, comme je vous disais, on peut toujours en tester quelques-uns et choisir le meilleur. Aussi, j'aurais tendance à ajouter que oui, c'est sensible aux centroïdes initiaux, mais si vos groupes sont à la base bien définis, en général, ça va donner pas mal la même chose. Peu importe le centroïde qu'on met. Donc, si vous vous rendez compte que votre algorithme donne des résultats très, très, très différents à chaque fois quand vous testez des nouveaux centroïdes, c'est peut-être un signe que vos groupes sont pas si bien distincts, sont pas très distincts, donc que votre segmentation, il y aurait peut-être des choses à retravailler sur la matrice de distance, sur la définition des variables, ce genre de choses-là. Il faut connaître le nombre de groupes. Donc, il faut savoir d'avance combien de groupes on veut. En général, on va en tester plusieurs. On a une idée, de façon générale, à peu près combien de groupes on aimerait avoir. On va les tester, on va voir ce que ça donne. Mais l'algorithme des cas moyennes ne nous donne pas beaucoup d'outils supplémentaires pour vraiment choisir le nombre de groupes. Il nécessite une mesure de distance qui va être calculée à chaque itération. Donc, c'est un peu plus lourd comme méthode. On accepte en théorie qu'il y a des variables continues. Donc, il y a des gens qui vont mettre des variables, qui vont recoder les variables nominales en 0, 1 et le mettre dans l'algorithme des cas moyennes. C'est pas l'idéal. L'algorithme, il fonctionne un petit peu moins bien sur ce type de données-là. Assez sensible aux valeurs extrêmes. Donc, en résumé, la méthode des cas moyennes, c'est une méthode qui est encore très, très, très utilisée. C'est assez simple à comprendre. La plupart des logiciels vous permettent de faire ça. Et ça fonctionne encore très bien. Il y a quelques limites dans l'algorithme des cas moyennes. On va voir dans la prochaine capsule une variante de cet algorithme-là qui permet de pallier aux principaux inconvénients là, de l'algorithme des cas moyennes, notamment le fait de ne pas pouvoir travailler avec des variables nominales, pas pouvoir nécessairement modifier les poids de nos variables, du moins, ne permet pas de le faire très facilement. Donc, c'est le genre de choses qu'on va réussir à corriger avec l'algorithme des cas médoïdes.